On va enchaîner et on va accueillir Stéphane Diepold pour la dernière intervention de la matinée qui va être consacrée aux sources contemporaines. Ça fera le pendant de l'intervention sur les archives anciennes, des sources de la justice après 1940 aux archives de la Somme. Et Stéphane est archiviste au service aide aux administrations des archives départementales. Bonjour à tous, c'est mieux. Donc Stéphane Diepold, en charge des archives de la police, de la justice et de la gendarmerie au sein des archives départementales de la Somme. Et je vais vous présenter rapidement les sources judiciaires contemporaines qui sont conservées chez nous. Tout d'abord, par rapport à la période contemporaine, on parle des archives contemporaines à partir de 1940. La période contemporaine succède à la période moderne qui va de l'après-révolution jusqu'en 1940. Toutefois, pour la justice, et comme pour de nombreux autres domaines, c'est pas tout à fait aussi simple, il y a forcément des exceptions. Et je vais prendre en exemple les archives des tribunaux de première instance, qui en fait restent en série moderne jusqu'à la réforme de 1958 et passent en série contemporaine à partir du moment où les TPI deviennent des tribunaux de grande instance. Donc à retenir que la période contemporaine est à partir de 1940, mais qu'il existe des exceptions. Au niveau du contexte des documents, il faut savoir que les tribunaux sont des gros producteurs d'archives en termes de volume et que les tâches de collecte, de conditionnement, de classement sont considérables pour nous archivistes. Et on estime, juste simplement pour la période contemporaine, à 1,5 km linéaire les fonds conservés ici dans les dépôts de Saint-Fucien. Au niveau de l'historique de conservation de ces archives, je pense que vous savez, mais il y a eu une saturation de nos dépôts ici sur le site de Saint-Fucien. Et donc il y a eu un moratoire sur les versements de 2005 à 2018, ce qui fait qu'on a pu réceptionner du versement d'archives, et que face à la volumétrie produite par les tribunaux, et qui eux-mêmes saturaient par rapport à la production de documents, un centre de pré-archivage a été construit par la cour d'appel d'Amiens, qui se situe à Camon. Et ce qui fait que donc, on n'a pas eu de versement de 2005 à 2018 et qu'il n'y a aujourd'hui pas forcément urgence pour eux à verser dans l'immédiat des fonds d'archives. Et ça a pour conséquence qu'on n'a pas de documents récents, en fait, très récents. Et je vais vous prendre à titre d'exemple les versements des tribunaux de grande instance. Donc pour celui d'Amiens, on n'a pas de document plus récent que 1992. Et en matière civile, on remonte même jusqu'à 1969. Pour le tribunal de grande instance de Péronne, on n'a pas de document plus récent que 2002, et en matière civile, on remonte même à 1967. Et pour le TGI d'Abbeville, on remonte pour tout document à 1958. Ce qui fait par exemple que si on recherche un jugement de divorce, donc jugement prononcé par les tribunaux de grande instance, nous n'avons rien ici postérieur à 1969. Ces documents sont encore conservés par le tribunal judiciaire d'Amiens. Voilà un petit peu pour l'historique de conservation. Donc, depuis quand même, avec l'ouverture de notre bâtiment annexe qui se situe à Paul Claudel à Dury, les versements ont pu reprendre. Et ils ont repris en 2018 avec l'ouverture du bâtiment. Et donc depuis ces 3 dernières années, nous avons accueilli un certain nombre de fonds judiciaires. Le tout premier a été un fonds du tribunal administratif en 2018 qui représentait 87 mètres linéaires. On en reçoit un deuxième là à la fin du mois de mars qui représentera 68 mètres linéaires. Nous avons reçu des fonds des tribunaux de commerce d'Abbeville, de Saint-Valery, du tribunal de commerce d'Amiens, de la section commerciale du tribunal de grande instance de Péronne. Et enfin, en 2021, 2 fonds de la cour d'appel d'Amiens, l'un concernant les arrêts correctionnels et l'autre les arrêts d'assises. De tout ça, nous déplorons un point négatif. C'est que, quelles que soient les époques, quelles que soient les juridictions, en fait, les fonds qui nous sont versés sont des documents qui sont liés à l'activité judiciaire, des minutes, des dossiers de procédure, etc. Mais qu'on a de façon très marginale des documents liés au fonctionnement et à l'organisation des juridictions. C'est une lacune qu'on déplore et qui peut être dommageable pour les chercheurs qui voudraient travailler sur l'organisation judiciaire en France, dans la Somme, sur le fonctionnement des juridictions. Au niveau des juridictions qui sont de notre sort et des fonds que nous accueillons aux archives départementales, pour les juridictions qui existent aujourd'hui, en ce qui concerne l'ordre judiciaire, on a la cour d'appel d'Amiens qui est dans notre ressort, on a le tribunal judiciaire d'Amiens qui est issu de la fusion du tribunal de grande instance d'Amiens et du tribunal d'instance d'Amiens. On a dans notre ressort aussi les chambres de proximité du tribunal judiciaire qui sont en fait les ex-TGI de Péronne et d'Abbeville.
donc qui sont devenus chambres de proximité du tribunal judiciaire en 2020. On a le Conseil des prud'hommes, le tribunal de commerce d'Amiens, et en ce qui concerne l'ordre administratif, nous avons le tribunal administratif d'Amiens. Nous conservons également des fonds de juridiction qui ont été supprimés ou fusionnés. Donc je vous parlais des tribunaux de grande instance, on a les fonds des tribunaux de grande instance d'Amiens, Abbeville et Péronne, les fonds des tribunaux d'instance de Doulan, Montdidier et Amiens, les fonds des tribunaux de commerce d'Abbeville et Saint-Valery, un fonds du Conseil des prud'hommes de Friville-Escarbotin, dont Élise vous a parlé tout à l'heure, un fonds du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui n'existe plus aujourd'hui, la compétence ayant été reprise par le tribunal judiciaire. Et enfin, je voulais mettre un petit coup de projecteur sur des fonds particuliers par leur intérêt historique et aussi par le fait que les documents soient entièrement communicables. C'est les fonds des juridictions spéciales. C'est des juridictions qui ont été créées sous le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous disais, ces documents sont communicables suite à un arrêté de 2015 qui ouvre la communicabilité des archives relatives à la Seconde Guerre. Et nous conservons 3 fonds de ces juridictions spéciales. Le 963W, qui est un fonds du tribunal spécial d'Amiens, qui va de 1941 à 1944. Nous conservons les dossiers de procédure des affaires jugées, et on possède également une liste nominative des accusés. Pour le tribunal spécial d'Amiens, c'est des affaires on va dire mineurs en fait. C'est souvent du détournement de colis, du vol de bestiaux, des choses qui ne prennent pas une ampleur très importante. A l'inverse, nous avons le fonds 964W, qui est le fonds de la Cour régionale de justice, qui court de 1944 à 1956, où là c'est des affaires d'une importance autre, puisque c'est des dossiers de procédure qui concernent des affaires de dénonciation, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'intelligence avec l'ennemi, de propagande antinationale, de trahison, de collaboration. Et enfin le fonds de la Chambre civique, toujours juridiction spéciale de la Seconde Guerre mondiale, qui est sous la cote 965W. Les dates extrêmes sont 1944 à 1948, et là aussi pour des affaires d'importance, puisqu'on parle de propos nazis, de faits antinationaux, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, d'actes de nature à nuire à la défense nationale. Donc voilà, petit coup de projecteur sur ces fonds qui sont vraiment d'un intérêt historique important pour les chercheurs. Là, je vous ai dressé un petit peu la liste des fonds qui sont conservés chez nous en archives contemporaines. Pour effectuer des recherches, il y a un certain nombre de sources complémentaires qui sont possibles, notamment les fonds de la police, de la gendarmerie, les fonds des maisons d'arrêt que nous conservons également, les fonds des renseignements généraux, aujourd'hui renseignements territoriaux, ou encore les fonds de la préfecture, notamment du bureau du cabinet, puisqu'il y a souvent des fonds relatifs aux affaires de sécurité, de sûreté intérieure, etc. Je vais aborder rapidement les grandes typologies documentaires qu'on retrouve dans ces fonds, ainsi que leur communicabilité. Évidemment, il y a une multitude de typologies documentaires différentes, mais les deux principales sont les minutes de jugement ou arrêt, en fonction des juridictions, et d'un autre côté, les dossiers de procédure. En ce qui concerne les jugements et leur communicabilité, si c'est des jugements qui ont été rendus en matière correctionnelle, ils ont été rendus en audience publique et donc deviennent immédiatement communicables. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être consultées de suite. Les jugements rendus en matière civile, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'il y a deux cas de figure. Là aussi, les jugements ont pu être rendus en audience publique, et là, ils sont immédiatement communicables. Par contre, s'ils ont été rendus hors présence du public, le délai de communicabilité fixé par le Code du patrimoine passe à 75 ans. Concernant les dossiers de procédure, le délai de communicabilité est de 75 ans, qui passe même à 100 ans lorsqu'il s'agit d'un mineur. Si un mineur est en cause, que ce soit en accusé ou en victime. Alors c'est bien de conserver tous ces fonds, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Je vais vous parler un petit peu des recherches qui ressortent de tout ça. Les sources judiciaires peuvent servir vraiment des intérêts variés en matière de généalogie personnelle, généalogie professionnelle, en matière d'histoire, d'économie ou encore de sociologie. Alors si on se lance dans une recherche pour un jugement ou un dossier très précis, il y a un certain nombre d'informations indispensables à avoir au préalable. Il faut bien évidemment connaître la juridiction qui a prononcé le jugement, la méthode selon laquelle il était rendu, c'est-à-dire s'il est en matière pénale ou civile, parce qu'on ne va pas retrouver les documents dans les mêmes fonds, la date du jugement bien évidemment, et le nom des parties. Les recherches les plus fréquentes que nous avons de lecteurs en salle de lecture, ou bien qu'on nous demande à nous archivistes, c'est souvent des jugements d'adoption.
c'est quelque chose qui est très récurrent récemment, et c'est notamment des gens qui sont soumis à l'obligation alimentaire par rapport à leurs parents biologiques, mais qui n'ont pas été élevés par ses parents puisqu'ils ont été adoptés, donc ils cherchent la valeur probante à travers le jugement d'adoption pour échapper à cette obligation alimentaire qui en fait n'aurait pas dû. On a également beaucoup de recherches sur des jugements d'adoption par la nation pour les pupilles, des jugements déclaratifs de décès, des jugements de tutelle ou de curatelle, les certificats de nationalité ou encore tous les jugements qui concernent les délits et les crimes. Je voulais faire un petit point particulier sur les jugements de divorce, parce que c'est à peu près 90% des demandes qu'on reçoit ici. Alors pourquoi on reçoit énormément de demandes sur les jugements de divorce? D'une part pour les recherches professionnelles, notamment des généalogistes professionnels ou des notaires qui ont besoin de ces documents, notamment dans le cadre de succession, puisque ça leur permet de savoir s'il y avait des enfants issus du mariage ou non. Mais également pour les recherches personnelles en termes de généalogie, puisqu'on va retrouver un certain nombre d'éléments qui peuvent vraiment contribuer à la généalogie personnelle. On va retrouver dans le jugement de divorce le nom et la commune d'habitation des parties, la date et la commune du mariage, la date des décisions judiciaires antérieures, comme les ordonnances de non-conciliation ou de séparation de corps, dans lesquelles on va pouvoir également aller piocher pour retrouver des informations personnelles, les motifs du divorce, comme je vous le disais pour les professionnels, les mentions des enfants, ainsi que leur état civil parfois. Là aussi, comme je vous le disais précédemment, il y a des éléments qui sont nécessaires à la recherche pour se lancer dans une recherche de jugement de divorce. Il faut forcément connaître le tribunal qui a rendu le jugement, la date du jugement et le nom des parties. En termes de communicabilité, les jugements de divorce sont soumis à un délai de communicabilité de 75 ans. Donc, en termes d'archives contemporaines, il n'y en a quasiment pas qui sont communicables immédiatement. Ils sont communicables en intégralité uniquement aux parties, donc les deux parties du jugement. Et lorsqu'il s'agit de tiers, ils sont communicables sur extrait. C'est-à-dire qu'on peut communiquer le dispositif du jugement, mais pas la partie qu'on appelle les attendus, qui sont en fait les raisons du divorce, qui là sont de l'ordre très personnel. Voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire sur les sources judiciaires contemporaines, c'est que les nombreuses réformes successives de la justice, notamment celles de 1958, 2010 ou 2020, ont engendré la création, la suppression, la fusion de juridictions, s'accompagnant parfois de transferts de compétences. Donc il est assez difficile de s'y retrouver, notamment pour les néophytes, dans l'organisation judiciaire française, qui est en fait en permanente évolution. Et enfin, je voulais conclure en vous annonçant qu'on va prochainement mettre en ligne sur le site internet des Archives de la Somme un guide des sources des archives judiciaires contemporaines, donc qui va reprendre par juridiction l'ensemble des fonds que nous conservons, leur date extrême et les typologies documentaires qui sont dans ces fonds, ainsi qu'un guide d'aide à la recherche qui est destiné aux particuliers pour les orienter dans leurs recherches, c'est-à-dire voilà, si on cherche un jugement de divorce, on va aller dans les fonds des tribunaux de grande instance, un jugement de tutelle, ce sera dans les tribunaux d'instance, les éléments nécessaires, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane d'avoir tenu le pari de rattraper le temps quasiment. Peut-être, avant de faire la pause déjeuner, y a-t-il des questions ou alors avez-vous trop faim voilà, pour les différents intervenants? Je ne sais pas si les uns les autres ont des questions. Xavier. J'ai observé en ce qui concerne les documents qui ont été retransmis par les conseils de prud'homme, quelques-uns, il y avait des dossiers d'avocats. Alors ça, je ne comprends pas, parce qu'en fait, les dossiers doivent être remis aux avocats à la fin de la procédure. Alors soit l'avocat ne l'a pas réclamé, soit il n'a pas payé les frais de l'expédition, mais ça encombre un petit peu, parce que ça n'avait pas à être remis, enfin, ou alors par le conseil des prud'hommes. Les dates des versements de ces conseils de prud'homme correspondent à une période où les archivistes n'étaient pas très rigoureux sur la sélection des archives et où on a certainement pris voilà, ce qu'on voulait bien nous donner sans véritablement trier et classer. Moi, c'est une observation, mais c'est l'avocat qui ne les a pas réclamés ou c'est l'ordre des avocats qui les... Enfin, c'est le greffe qui les a pas retournés directement à l'avocat. Et tu l'as bien compris. Ça encombre, enfin, parce que ça n'a pas sa place. Et puis alors, il y aura, parmi les juridictions particulières,
Il y en a une dont vous devriez hériter des archives, c'est la CNITAT, qui est la Cour nationale de l'incapacité et des accidents du travail, qui a une existence de quelques dizaines d'années et qui a été supprimée. C'était la cour d'appel pour toute la France des juridictions de première instance dans le domaine de l'incapacité et également dans le domaine de la tarification des accidents du travail. Et donc, elle devait achever son existence il y a près de 2 ans, mais il restait encore des stocks, donc ça a été prolongé une première année, c'est prolongé une deuxième année jusqu'à la fin 2022, et il devrait apurer la totalité. Et c'était une juridiction dont le financement était assuré par le ministère de la Santé via la CPAM. Donc ça a été un modèle de fonctionnement parce qu'ils avaient véritablement les moyens que réclame la justice et également des juristes salariés qui aidaient les juges. Donc c'est une juridiction qui mériterait précisément une communication un jour ou l'autre, mais vous devriez normalement hériter des archives. Je crois qu'Antoine voulait intervenir. Oui, Antoine Messonnier pour le département des archives du ministère de la Justice. On travaille justement avec ma collègue des archives des affaires sociales sur l'archivage de la CNITAT qui ne va pas aux archives départementales, c'est compétence nationale, faisant qu'elle est gérée par l'échelon national. Enfin, il restera à voir effectivement quand même. Les archives, il y a déjà eu des versements en fait, qui sont aux archives nationales de la CNITAT. Oui. Voilà, et là on est en train de voir un petit peu pour l'appurement exactement ce qu'on va collecter, la sélection qui va être faite sur les dossiers. Mais c'est effectivement un dossier, je comptais d'ailleurs en dire un mot dans mon intervention de cet après-midi. Donc ça rejoint. Et puis disons, la Cour d'appel d'Amiens, pour ce qui concerne la suite, puisque les affaires demeurent, la Cour d'appel d'Amiens a bénéficié de tout le contentieux concernant la tarification. Oui, elle reste pas. Donc, aux grandes dames des cours voisines, en particulier de la Cour d'appel de Douai. Et sinon, pour le reste, les affaires sont réparties entre les différentes cours d'appel. Voilà un petit point d'histoire. Merci Xavier pour cette précision et merci à Antoine pour la réponse sur l'archivage de cette CNITAT. Avez-vous des questions? Oui, j'ai trouvé tout très intéressant, mais en particulier notamment ce que vous avez présenté, les objets tridimensionnels. Et je me demandais dans quelle mesure vous n'en avez pas aussi dans les dossiers de procédure, finalement, dans la CRU. Parce que normalement, quand il y a des pièces à conviction qui sont de taille relativement modeste, on en a quelques-uns, des dossiers, des pièces à conviction dans les dossiers de procédure. On a notamment des cachets, c'est ça, et puis voilà, on en a quelques-uns. Antoine? Oui, alors on remarque, parce que c'est très intéressant, on est justement en train de travailler. À l'heure actuelle, les CD ne sont plus considérés comme des archives. En fait, on les a collectés à une époque, maintenant ils ne le sont plus. Alors pour des raisons pragmatiques, juridiquement, ça serait assez compliqué d'arriver à savoir. On peut toujours arriver à les relier aux archives. En fait, pragmatiquement, ça n'est plus le cas parce que les CD sont d'une telle importance à l'heure actuelle et d'une telle variabilité, ça poserait d'énormes problèmes. Ça pose déjà des problèmes au greffe des tribunaux et ça en poserait d'autant plus aux collègues des archives départementales. Néanmoins, il se trouve qu'à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur un projet de patrimonialisation des CD au travers du futur musée mémorial du terrorisme, dont la création a été annoncée par le président de la République il y a à peu près 1 an, qui à l'heure actuelle constitue des collections à partir des CD des affaires de terrorisme qui étaient à la Cour d'appel de Paris. Donc on est en train de travailler avec eux, mais ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, puisque autant de confidentialité, de sécurité et de conservation, puisqu'on a des choses qui vont de vêtements jusqu'à des armes, en passant par des documents, et également les écoutes. Les interceptions sont classées au nombre des CD et sont conservées sur support amovible, ce qui pose d'autres problèmes. C'est des rangs clé USB. Voilà. Oui, après, je crois que c'est la dimension aussi des objets eux-mêmes qui poserait problème pour les archivistes. Enfin, on peut imaginer du mobilier de grande taille. Oui, j'ai des poubelles, des voitures, des armes à feu, ça pose un certain nombre de problèmes. Je crois qu'on m'a dit qu'il devrait y avoir un lance-roquette, donc c'est un problème. Alors, nous, au niveau des objets qu'on conserve, Elise, t'en as parlé, mais si vous avez des problèmes de robinetterie, de serrurerie, avant d'aller chez Laurent Merlin, je ne veux pas faire de pub, mais pensez à voir ce qu'il faut chez en serviette aussi. La galerie marchande des archives. La ressourcerie des AD. On a un porte-oie 5 dans les collections. Ça va avec les protections hygiéniques.
C'est pour les dames, je pense. Voilà. Parce que les archives de l'heure ont trié leur pièce à conviction. Il y a notamment des plantes abortives, des choses comme ça qu'on peut retrouver, qui donnent quand même un savoir matériel sur la justice et les pratiques qui ne sont pas toujours consignées par écrit. Donc c'est vraiment intéressant pour les historiens. Nous, c'est vraiment à la marge dans la série U, je pense qu'on a pratiquement rien. Voilà. Ben, on va conclure sur ces mots en se redonnant rendez-vous pour 14h pour la suite de la journée qui interrogera donc les usages de la recherche et les pratiques professionnelles.